Elle n'avait que 11 ans et était déjà enceinte de 3 mois. C'est ce que le médecin a murmuré tandis que la petite fille serrait contre elle un dessin froissé représentant des ailes d'ange. Et lorsqu'on lui a demandé qui était le père, elle a simplement répondu « Je porte juste un cadeau de l'ange qui m'a donné la vie ». Mais derrière ses yeux innocents se cachait une vérité si horrible qu'elle a plongé la salle d'audience dans un silence de mort. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un signal d'alarme. Une voix longtemps réduite au silence qui s'exprime enfin. Abonnez-vous et activez la cloche, car vous ne voudrez pas manquer la suite. La pluie avait commencé à tomber peu après minuit. Une de ces fines bruines froides qui ne tombent pas vraiment, mais qui restent dans l'air, s'accrochant à la peau et aux cils comme un brouillard fait d'aiguilles. Elle trempait les trottoirs en silence et enveloppait les bâtiments en briques fatiguées du quartier comme un châle de négligence. Au bout de la rue Ashworth, sous la lueur jaunâtre d'un lampadaire mourant, une enfant se tenait avec une femme qui ne ressemblait pas à une mère, du moins pas dans le sens où l'on s'attend à trouver de la douceur, de l'attention ou même de la conscience. Emma serrait ses bras autour de son corps frêle. Son manteau était trop fin pour le temps, ses chaussures trop usées. Une grimace silencieuse creusait des rides sur son front chaque fois qu'elle changeait de position. Pourtant, elle ne disait rien. À côté d'elle, la femme, sa mère, fouillait dans un étui à cigarette avec des mains tremblantes. La flamme de son briquet crépitait inutilement dans l'air humide. Elle jurait entre ses dents, non pas contre le temps ou la flamme capricieuse, mais contre Emma, comme si la présence de l'enfant était la raison pour laquelle le monde lui refusait le feu. « Bon sang, tu es vraiment dramatique », marmonna la mère, la voix lourde de vodka bon marché et d'une décennie de ressentiment. « 6 jours à te plaindre, c'est sûrement des gaz. » Emma ne répondit pas. Sa voix s'était affaiblie avec le temps, s'amenuisant face à l'indifférence jusqu'à devenir à peine plus qu'un murmure qu'elle réservait pour elle-même. La douleur s'était manifestée dans son abdomen 6 jours plus tôt, aiguë et implacable, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas trop poser de questions. Plus elle demandait, plus les soupirs étaient forts, plus les silences étaient longs, plus les gifles étaient violentes. À présent, à l'entrée du centre de santé communautaire, Emma suivit sa mère à travers les portes vitrées où la chaleur les accueillit comme un pays étranger. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête, l'odeur de l'antiseptique embaumait l'air propre et froid. Dans la salle d'attente, les gens fixaient en le vide ou la télévision qui clignotait dans un coin, réglée sur un bulletin météo dont personne ne se souciait. Ils s'enregistrèrent à l'accueil. La réceptionniste leva à peine les yeux. Le nom d'Emma fut appelé quelques minutes plus tard, un son banal qui pourtant résonna lourdement dans sa poitrine. Elle suivit l'infirmière, à petits pas hésitants. Dans la salle d'examen, le monde se rétrécit. Les surfaces en acier inoxydable reflétaient la lumière blanche en angle vif. Il y avait une affiche sur la nutrition infantile sur un mur et un tableau avec des autocollants décolorés sur un autre. Emma s'assit sur le bord de la table d'examen, les jambes pendantes juste au-dessus du sol, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Sa mère resta debout, les et bras croisés, appuyée contre le comptoir avec le défi de quelqu'un qui avait déjà décidé de ne pas s'en soucier. L'infirmière posa des questions d'une voix douce, sur un ton qui semblait répété mais pas méchant. « Depuis combien de temps a-t-elle mal ?» La mère haussa les épaules. « Presque 1 semaine. » Elle n'arrêtait pas d'en parler. L'infirmière cligna lentement des yeux et tourna son attention vers Emma. « Avez-vous mangé quelque chose d'inhabituel? A-t-elle fait une chute? A-t-elle eu un accident? » « Oh, c'est ça, Emma secoua la tête, la vérité coincée quelque part entre son estomac et sa gorge. Elle la sentait peser comme une pierre. « Nous allons appeler le médecin, » dit l'infirmière avant de quitter la pièce. Un silence s'installa entre Emma et sa mère, comme un couloir que aucune des deux ne voulait emprunter. Emma fixait ses chaussures, sa mère alluma une cigarette, mais un panneau lui rappela que fumer était interdit. Elle gémit et la remit dans sa poche. « Quelle perte de temps !» marmonna-t-elle. Emma tordit l'ourlet de son pull entre ses doigts. La douleur avait changé. Elle était désormais sourde et profonde, comme si quelque chose attendait à l'intérieur d'elle, l'observait. Elle se demanda s'il était possible que la douleur devienne une chose, qu'elle se développe et s'enroule à l'intérieur d'une personne. Le médecin arriva quelques instants plus tard, un homme grand aux yeux bienveillants et aux traits fatigués autour de la bouche. Il les salua avec une politesse acquise par l'habitude. Son badge indiquait « Dr. Holston ». Il se présenta à Emma avant de regarder sa mère, puis de se tourner à nouveau vers elle. Il posa d'autres questions. Emma répondit par des hochements de tête et des haussements d'épaules.
Le regard du médecin était doux mais attentif, exercé à l'art de lire ce que les enfants ne disent pas. « Nous allons faire un examen rapide, dit-il, juste pour être sûr. » Emma s'allongea sur la table, tandis que l'infirmière revenait avec un appareil à ultrasons. Elle sursauta lorsque le gel froid fut étalé sur le bas de son abdomen. L'appareil se mit à bourdonner, projetant des ondulations d'ombre et de lumière sur l'écran. L'infirmière jeta un coup d'œil à l'écran, puis un autre, et serra les lèvres. Elle se pencha vers le médecin et lui murmura quelque chose. Le Dr Holston fixa l'écran, puis se tourna vers Emma. Son expression ne changea pas, mais l'atmosphère autour de lui s'alourdit. Il regarda la mère. « J'ai quelques questions à vous poser, » dit-il prudemment. « Emma, sais-tu ce qu'est une grossesse ?» La pièce se figea. Emma cligna lentement des yeux, perplexe. Sa mère éclata d'un rire bref, sec et forcé. « Mais c'est quoi cette question ?» Le Dr Holston se redressa. « Votre fille est enceinte d'environ 13 semaines. » Ces mots frappèrent la pièce comme une grenade. Pas de fumée, pas d'explosion, juste une dévastation sous forme de syllabes. Le rire de la mère s'interrompit brusquement. Elle fixa Emma et, pour la première fois depuis longtemps, son visage exprima quelque chose qui ressemblait à de l'attention. « Vous plaisantez, j'espère ?» Emma ne bougea pas. Elle continua à fixer les dalles du plafond, comptant les taches sombres. Le Dr Holston adoucit le ton. « Nous allons demander à un conseiller de venir vous parler toutes les deux. » Mais Emma savait déjà qu'il n'y aurait pas de « toutes les deux », plus maintenant. Le silence qui suivit cette révélation n'était pas une simple absence de bruit, c'était une suffocation. Il s'étendait dans la petite salle d'examen comme un brouillard épais, s'infiltrant dans chaque recoin, appuyant sur la poitrine d'Emma avec des mains invisibles. Elle resta allongée sur la table, les yeux fixés sur les dalles du plafond au-dessus d'elle, toutes identiques, chacune devenant soudainement une bouée de sauvetage pour son regard errant. Le gel sur son abdomen était devenu froid. L'air autour d'elle ne bougeait pas, mais sa peau semblait se rétracter vers l'intérieur, se tendant, la coupant de la pièce, des voix qu'elle entendait à peine. Elle avait l'impression de disparaître petit à petit, de se replier sur elle-même, de devenir plus petite que ne le permettait son corps de 11 ans. Sa mère n'avait pas dit un mot depuis que le mot « enceinte » avait quitté la bouche du Dr Holston. Pas un démenti, pas une explosion, rien. Seul le silence régnait. Son visage était impassible, sa mâchoire serrée d'une manière qui semblait plus indiquer un désagrément qu'un choc. Emma le sentit avant d'oser jeter un coup d'œil. Les bras de sa mère étaient à nouveau croisés, ses doigts tapotaient à son coude, ce rythme familier de frustration. Pas de tristesse, pas d'inquiétude, de frustration. L'infirmière s'excusa discrètement. Le Dr Holston prononça quelques phrases mesurées, expliquant que des procédures allaient en suivre, qu'un travailleur social serait contacté, que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait ignorer. Sa voix était basse et calme, comme celle de quelqu'un entraîné à empêcher les gens de paniquer lorsqu'ils se noient. Mais Emma ne paniquait pas. Elle était ailleurs, flottant juste à l'extérieur de son corps, s'observant depuis le coin de la pièce. Elle voyait ses doigts agripper le tissu de la blouse d'examen. Elle voyait le creux de ses joues, ses jambes légèrement repliées vers l'intérieur, non pas à cause du froid, mais par instinct. Sa mère finit par parler. Sa voix était aiguë, coupant la pièce en deux. « C'est de la folie. » Le Dr Holston ne broncha pas. Il resta immobile, les mains jointes devant lui, laissant les mots passer sans répliquer. « C'est une enfant, dit la femme. Vous avez dû faire une erreur. Ce n'est pas possible. » Médecin tourna légèrement l'écran de l'échographe vers elle, l'image toujours visible. Il ne dit rien. Il n'y avait rien à répondre à des ombres qui disaient la vérité. « Je veux un deuxième avis, » ajouta-t-elle, mais sa voix avait perdu toute son intensité. Emma tourna légèrement la tête, juste assez pour voir sa mère du coin de l'œil. Les yeux de la femme balayaient le sol, le plafond, la porte, tout sauf Emma. Le médecin reprit, plus doucement cette fois. « Emma va devoir parler à un psychologue, c'est la procédure, et quelqu'un des services sociaux va devoir vous poser quelques questions. Je sais que c'est difficile, mais nous avons une responsabilité. » Une responsabilité. Ce mot résonna dans la tête d'Emma comme une bille tombée dans un escalier. Elle avait déjà entendu ce mot, mais jamais en rapport avec elle. Pas dans cette maison, pas dans cette famille. L'infirmière revint, elle avait d'autres questions. Emma acquiesçait ou secouait la tête. Les réponses venaient lentement, à contre-cœur, comme si elle devait ramper à travers des ronces pour atteindre ses lèvres. Elle ne pleurait pas. Pleurer avait cessé d'être utile depuis des années.
Finalement, on leur dit qu'ils pouvaient quitter la salle d'examen. Le médecin allait passer un coup de fil, le conseiller était déjà en route. Emma se leva avec difficulté, le monde penchant légèrement lorsqu'elle glissa de la table. Sa mère se leva la première, attrapa son sac à main sur le comptoir et se précipita dans le couloir. On les conduisit dans une petite salle d'attente privée. Emma s'assit dans un fauteuil dans un coin, les genoux contre la poitrine. Sa mère faisait les 100 pas. Elle ne demanda pas à Emma si elle allait bien. Elle ne lui posa aucune question. « Mais qu'est-ce qui t'a pris » siffla la femme entre ses dents. Emma ne répondit pas. Elle ne savait pas comment répondre à une question qui n'en était pas vraiment une. « Tu as tout gâché » continua sa mère. Plus la fenêtre que l'enfant dans la pièce. Emma fixait le sol. Il y avait une fissure dans le linoléum, une ligne irrégulière qui lui rappelait un éclair dans le ciel nocturne. Elle s'imaginait la suivre, marcher sur ce chemin où qu'il mène, même s'il ne menait nulle part. La porte s'ouvrit en grinçant. Une femme vêtue d'un blazer sombre entra, les épaules droites, le visage doux mais sérieux. Elle se présenta, mais Emma enregistra à peine son nom. Une assistante sociale. Elle regarda la mère, puis Emma, puis à nouveau la mère. Elle sourit, pas trop largement, juste assez pour paraître sincère. « Emma, dit-elle doucement, j'aimerais te parler seule si tu veux bien. » Sa mère poussa un soupir. Elle a 11 ans, elle n'a pas besoin d'être seule avec qui que ce soit. Mais la femme resta calme. Il est important qu'elle se sente en sécurité et que nous comprenions ce qui se passe. Cela ne prendra pas longtemps. Il y eut un long silence. Puis la mère se retourna et sortit. Emma resta immobile tandis que la porte se refermait derrière elle. La femme s'assit en face d'elle, pas derrière un bureau, pas à côté d'un bloc-notes, juste assez près pour que leurs genoux soient presque alignés. Elle ne commença pas par poser des questions. Elle commença par un silence. Le genre de silence qui inspire la confiance, pas la peur. « Savez-vous pourquoi je suis ici » demanda-t-elle après un moment. Emma haussa les épaules. « Je suis ici pour vous écouter, » dit la femme, « c'est tout. » Emma leva les yeux vers elle. Elle ne vit ni jugement ni impatience, juste des yeux humains, présents. Elle hésita à parler. Les mots lui serraient la gorge, mais ils ne sortiront pas encore. Au lieu de cela, Emma murmura « Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. » La femme cligna lentement des yeux. « Tu n'as rien fait de mal. » Cette affirmation resta suspendue dans l'air comme une question en attente d'une réponse. Emma secoua la tête. « Mais maman est en colère, » murmura-t-elle. La femme hocha doucement la tête. Parfois, quand les gens souffrent, ils se mettent en colère pour de mauvaises raisons. Emma fixait ses genoux. Ses mains tremblaient. La femme n'insista pas. Elle lui tendit un petit paquet de mouchoirs qu'Emma refusa. « Tu veux dessiner quelque chose ?» demanda la femme. Emma ne répondit pas, mais acquiesça à peine. La femme lui tendit une feuille de papier et un crayon. Emma serra le crayon dans sa main. Elle commença par tracer une ligne, puis une autre. Des formes se dessinèrent lentement, méthodiquement. Elle dessinait une L, pas deux, juste une. La femme ne lui demanda pas ce que c'était, elle le savait. La feuille était posée sur la table devant elle, comme un miroir. Emma avait dessiné une L, inclinée, inachevée, fragile, qui n'était ni tout à fait celle d'un ange, ni tout à fait celle d'un enfant. Elle la fixa longuement, les doigts immobiles, le crayon posé en diagonale sur la feuille. Le silence dans la pièce n'était plus oppressant. Il était devenu une sorte de cocon, un refuge temporaire entre deux tempêtes. L'assistante sociale, qui s'appelait Hannah, Emma avait enfin retenu son nom, restait silencieuse, observant le dessin sans faire de commentaires. Cette retenue procura à Emma un sentiment inhabituel. La sécurité. C'était délicat, pas encore de la confiance, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Dehors, les nuages lourds de pluie projetaient une lueur grise sur la pièce. Emma repensa à l'homme qui disait que la pluie était un signe de chance. Il le disait avec un sourire en coin, le genre de sourire que les adultes affichent lorsqu'ils veulent faire croire quelque chose aux enfants. Il n'était pas toujours cruel, c'était ça le pire. Parfois, il lui apportait des cadeaux, un bracelet avec de petites perles, un sac de bonbons, une petite lampe de poche qui s'allumait de toutes les couleurs. Il lui disait qu'elle était spéciale, que maman ne comprenait pas, mais lui oui, que l'amour devait parfois rester secret. Cela avait commencé par de petites choses. Une main posée trop longtemps sur son épaule, un murmure trop près de son oreille. Puis la porte se fermait et la nuit s'étirait. Emma ne trouvait pas les mots pour le décrire, seulement des sentiments. La sensation de nœud dans l'estomac lorsqu'elle entendait sa voiture dehors. La lourdeur dans ses jambes, lorsqu'il l'appelait dans le salon,
le fait que sa mère ne se retournait jamais lorsque Emma la regardait. Une fois, alors qu'Emma avait pleuré après qu'il ait quitté sa chambre, sa mère l'avait giflé, pas fort, mais suffisamment pour lui dire « Arrête », suffisamment pour lui dire « Tu ne diras rien ». Les mots de qui suivirent n'étaient pas forts, mais Emma s'en souvenait comme d'une chanson gravée dans ses os. « Tu veux qu'on perde tout? Tais-toi et on survivra. » À l'époque, Emma pensait que « on » désignait la famille. Aujourd'hui, elle n'était plus si sûre que cela l'incluait. Ce souvenir défilait derrière ses yeux comme une vidéo familiale sans son. Le silence avait toujours fait partie de la chorégraphie, un pacte écrit non pas à l'encre, mais dans le grincement des portes et les pas qui s'arrêtèrent devant sa chambre. À cet instant, ici, à l'abri dans ce petit bureau tranquille, Emma sentait le poids de ce silence peser sur ses poumons. Elle voulait demander quelque chose à Hannah, n'importe quoi, mais les mots ne sortaient pas. À la place, elle désigna le dessin. « C'est mon ange », dit-elle d'une voix à peine audible. Hannah se pencha en avant, joignant les mains. « Parle-moi de ton ange. » Emma hésita. « Il ne parle pas, » dit-elle finalement. « Parce que s'il parle, il arrive des choses mauvaises. » Les yeux d'Hannah s'adoucirent, mais elle ne l'interrompit pas. « Elle vit dans ma poitrine, » continua Emma en effleurant l'aile. « Parfois, je la sens essayer de voler, mais il n'y a pas assez de place. Et parfois, je pense qu'elle s'est peut-être partie. » Une pause, Hannah demanda « Quand a-t-elle commencé à vivre là ?» Emma fixa le papier. « Quand l'amie de maman a emménagé. Elle n'avait pas dit son nom, elle n'en avait pas besoin. »« Tu te souviens quand c'était ?» demanda Hannah doucement. Emma haussa les épaules. « Après le canapé bleu, avant la rentrée. Il y a 1 an, peut-être plus. Le temps avait cessé de s'écouler comme avant. Il ne s'écoulait plus, il pulsait, il s'étirait, il sautait. Certains jours disparaissaient, d'autres s'étendaient sur des kilomètres. Hannah prit une note sans se presser, sans envahir, juste ce qu'il fallait. « Emma, dit-elle, que dit ta maman quand tu lui dis que tu as peur ?» Les épaules d'Emma se raidirent. Elle dit que j'invente, que je rêve trop. Et quand son amie est à la maison, Emma ne répondit pas, mais elle plia soigneusement le papier, exactement en 2. L'aile disparut dans le pli. Dans une autre pièce, 2 adultes parlaient à voix basse. Le docteur Holston était appuyé contre le mur, l'air sévère. Hannah se tenait en face de lui, la voix ferme. « La petite le protège, » dit Hannah. Le docteur Holston acquiesça d'un air sombre. « C'est toujours comme ça au début, surtout quand la mère ne le fait pas. »« Elle a peur, » ajouta Hannah, « et elle a appris à se taire. Nous devrons interroger les 2 parents, mais je ne suis pas optimiste. Elle n'est pas en sécurité chez elle. »« Non, » soupira le docteur, le souffle lourd d'expérience. « J'ai déjà vu ça. Et les mères, parfois elles sont aussi victimes, mais parfois elles ne sont que complices. » Hannah ne répondit pas tout de suite. « Elle a 11 ans, » dit-elle finalement, et elle pense que la seule façon d'être amie est de se taire. De retour dans la chambre, Emma fixait le plafonnier. L'ampoule fluorescente émettait un léger bourdonnement. Elle imaginait que c'était le bruit des ailes. « Je l'ai dessiné avec une seule aile, » murmura-t-elle, bien qu'Hannah ne lui ait rien demandé. « Parce qu'elle ne peut pas voler. »« Pas encore, » acquiesça Hannah. « Tu crois qu'elle y arrivera un jour ?» Emma cligna des yeux. La question s'installa dans sa poitrine comme une graine. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Peut-être que si quelqu'un l'aide à construire l'autre. » Le soleil avait disparu à l'horizon lorsque Emma fut conduite dans la 2e salle d'entretien. Celle-ci était plus petite que la première, plus froide aussi, et sentait légèrement le chaud de Javet et le cuir usé, et le cuir. Les murs, bien que peints dans des tons pastels destinés à rassurer, donnaient l'impression de se refermer sur elle. Il n'y avait ici ni dessin, ni crayon de couleur, ni mots doux, seulement des papiers et les regards de personnes formées à détecter ce que les enfants tentent de cacher. Emma s'assit à une petite table, les jambes à peine touchant le sol. En face d'elle était assise une autre femme, plus âgée, plus sévère, vêtue d'un blazer gris anthracite et d'un pantalon assorti. Son badge était épinglé sur la poche de sa poitrine, ses cheveux étaient tirés en un chignon serré qui lui donnait un air inflexible. Elle se présenta en donnant un nom qu'Emma oublia aussitôt. « Je dois te poser quelques questions, dit-elle, et il est très important que tu y répondes honnêtement. Nous voulons t'aider, Emma, mais nous devons comprendre ce qui s'est passé. » Emma ne dit rien. « Pouvez-vous me dire qui vit avec vous ?» Silence. « Votre mère et qui d'autre ?» Après un moment, elle murmura « Lui !» La femme ne broncha pas. Elle cliqua sur son stylo et nota quelque chose. « Comment s'appelle-t-il » Emma haussa les épaules.
Je ne sais pas, maman l'appelle Bobby. Et depuis combien de temps Bobby vit-il avec vous? Depuis Noël dernier, peut-être avant. Bobby vient-il parfois dans ta chambre la nuit? Emma baissa les yeux vers la table. Ses doigts dessinaient des cercles sur le bois. Emma, tu dois me le dire. Mais Emma en était incapable. Les mots étaient comme du verre dans sa bouche, tranchants, dangereux, et mieux valait ne pas les prononcer. La femme se pencha vers elle. Vous êtes très courageuse d'être venue, mais vous devez nous aider à vous aider. Emma ne dit toujours rien. Son silence n'était pas obstiné, mais calculé, le genre de silence qui vient de la certitude que parler ne ferait qu'aggraver la situation. Finalement, la femme hocha la tête et referma le dossier devant elle. Nous reparlerons bientôt. Au bout du couloir, sa mère était assise dans une autre pièce, les bras croisés, tapotant du pied, une cigarette allumée tremblant entre ses doigts, malgré le panneau « Interdiction de fumer » accroché juste au-dessus d'elle. Elle était en colère, mais pas comme on aurait pu s'y attendre. Elle n'était ni paniquée, ni dévastée, juste contrariée. Un deuxième assistant social était assis à côté d'elle, examinant des rapports et des notes. « Nous devons savoir ce que vous saviez, » dit-il. « Il y a de sérieuses inquiétudes ici. » Elle ricana. « Écoutez, elle a toujours été dramatique. Depuis qu'elle est petite, elle pleure pour un rien. Elle invente des histoires, raconte n'importe quoi. C'est normal pour une enfant. Emma a 11 ans. Exactement 11 ans. Elle ne sait pas comment fonctionne le monde et pourtant elle est enceinte de 13 semaines. Les mots ne n'eurent pas l'effet escompté. Le regard de la femme se porta vers la fenêtre, puis, l'espace d'une seconde, son expression changea. Culpabilité ou simple agacement? « Je ne sais pas comment cela a pu arriver, » murmura-t-elle. « Peut-être qu'elle s'est mise dans quelque chose. Une de ses filles à l'école, vous savez comment elle parle ?» L'assistante sociale posa son stylo. « Vous avez un homme qui vit avec vous. Emma l'a identifié comme quelqu'un qui lui rend visite la nuit. Elle est confuse. Le corps d'Emma n'est pas confus. C'était le moment où tout aurait dû éclater. C'était le moment où le barrage aurait dû céder, laissant place aux larmes, aux regrets, au désespoir. Mais aucune de ces ES ne vint. Au lieu de cela, la femme se redressa, posa sa cigarette dans le cendrier et dit froidement « Je dois appeler quelqu'un, je veux un avocat. » De retour dans le couloir, Emma se tenait seule. L'assistante sociale, Hannah, revint, d'un pas léger mais assuré. Elle s'agenouilla à la hauteur d'Emma et lui adressa un petit sourire. « Nous allons t'emmener dans un endroit sûr, dit-elle. Tu n'auras pas à rentrer à la maison ce soir. » Emma cligna des yeux. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'incrédulité. « Maman va venir ?» demanda-t-elle. Hannah hésita. « Pas ce soir. » Emma acquiesça lentement. Dehors, la brune s'était transformée en pluie battante, recouvrant les trottoirs d'un miroir liquide. Hannah conduisit Emma jusqu'à une voiture garée le long de la clinique. Il faisait chaud à l'intérieur, le siège sentait la menthe poivrée et l'adoucissant. Emma regardait par la fenêtre pendant que la voiture roulait, observant les gouttes de pluie qui se précipitaient sur la vitre. « Tu veux parler ?» demanda Hannah doucement. Emma secoua la tête. Elles roulèrent en silence. Le refuge n'était pas un endroit triste, mais il n'était pas joyeux non plus. Il était neutre, avec ses murs beiges et son éclairage tamisé, et il y régnait un silence qui ressemblait plus à une respiration retenue qu'à une atmosphère paisible. Emma fut conduite dans une chambre au bout d'un couloir étroit. Elle était meublée d'un lit simple avec une couette, d'une table de chevet et d'une petite lampe avec un abat-jour jaune. Il n'y avait ni barreaux aux fenêtres, ni serrure aux portes. « Quelqu'un viendra vous voir toutes les heures cette nuit, » expliqua gentiment le membre du personnel, juste pour s'assurer que vous allez bien. Emma acquiesça à nouveau. Une fois seule, elle s'assit sur le bord du lit. Son sac à dos, léger et presque vide, était appuyé contre le mur. Elle n'avait pas emporté grand-chose, elle n'avait rien à emporter. Elle regarda ses mains, petites, pâles, couvertes de taches de rousseur à peine visibles. Des mains qui avaient tenu des ours en peluche, des cuillères et des livres d'images. Des mains qui avaient appris à appuyer sur son ventre pour ne pas avoir mal. Elle s'allongea lentement, son corps endolori, non seulement par la douleur, mais aussi par le poids des non-dits. Elle fixa le plafond, elle attendit que les larmes viennent. Elles ne vinrent pas. Au lieu de cela, elle murmura à peine audible. Elle n'a pas encore d'ailes, mais peut-être qu'elle en aura. Le bruit des rires des enfants résonnait faiblement dans les couloirs de l'école primaire Maple Hollow. Bien que la journée scolaire soit terminée depuis longtemps, la lumière de l'après-midi filtrait à travers les larges fenêtres,
projetant des rayons dorés sur le sol carrelé. Dans la salle 12B, une femme était assise seule à son bureau, fixant une pile de papier intacte. Elle s'appelait Mademoiselle Linden. Elle était enseignante depuis 19 ans, assez longtemps pour avoir vu des centaines d'enfants d'S aller et venir, assez longtemps pour avoir cessé de les compter. Mais certains noms restaient engravés dans sa mémoire. Certains visages ne la quittaient jamais. Et Emma était l'un d'entre ceux. Elle avait été silencieuse dès le début, mais pas comme le sont certains enfants timides. Le silence d'Emma était épais, comme si quelque chose avait été délibérément enfoncé en elle. Elle sursautait lorsqu'on lui touchait l'épaule. Elle riait rarement, et quand elle le faisait, c'était bref, hésitant, comme si elle testait un son qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'émettre. Mademoiselle Linden l'avait remarqué. À l'époque, elle avait mis cela sur le compte d'un traumatisme quelconque, peut-être la pauvreté, peut-être la négligence. Une fois, elle avait un bleu pâle qui s'estompait près du poignet, et Emma avait prétendu être tombée de vélo. Ses vêtements étaient souvent dépareillés, parfois sales. Une fois, elle a apporté le même sweat à capuche pendant 10 jours d'affilée. Mais elle ne faisait pas de crise, ne criait pas, n'avait aucun comportement qui aurait pu alerter dans le sens traditionnel du terme. Emma était docile, trop docile. Mademoiselle Linden avait signalé cela lors d'une réunion avec le conseiller scolaire. Ils en avaient discuté autour d'un café dans la salle des professeurs. Elle n'a jamais de problème, avait-elle dit, mais il y a en elle une tristesse que je n'arrive pas à atteindre. C'est peut-être sa vie familiale, avait répondu le conseiller. Je vais me renseigner. Une note a été prise, un appel a été passé, et lorsque la mère d'Emma est finalement arrivée à la réunion prévue avec les parents, elle avait l'air ennuyée et sur la défensive. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur, son ton était sec et ses réponses vagues. « C'est une enfant calme », avait dit la mère. « Elle l'a toujours été. Elle n'aime pas les gens. Elle tient ça de son père. » La conseillère avait acquiescé et griffonné quelques lignes. La réunion avait duré moins de 15 minutes. Après cela, Emma avait cessé de croiser son regard. C'était comme si on l'avait averti sans mots. Mademoiselle Linden n'avait pas insisté. Elle s'était dit qu'elle avait fait ce qu'il fallait, qu'elle avait suivi le protocole. Mais le souvenir de cette réunion avec les parents était resté gravé dans sa mémoire, devenant chaque jour plus lourd. Aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, elle tenait dans ses mains une feuille imprimée. Un bref article, à peine 3 paragraphes, enfoui sous les bulletins météo locaux, et une annonce pour une vente de gâteaux. Le titre était petit mais accablant. Une fillette de 11 ans placée en garde à vue après avoir révélé sa grossesse lors d'une visite à la clinique. L'article ne citait pas le nom d'Emma, mais ce n'était pas nécessaire. Le nom de la clinique y figurait ainsi que le quartier. Les détails concordaient de telle manière qu'il n'y avait aucune place pour le doute. Mademoiselle Linden plia soigneusement le journal et le rangea dans le tiroir supérieur de son bureau. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait imprimé, peut-être pour sentir son poids dans ses mains, peut-être pour se punir. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. La cour de récréation en contrebas était désormais déserte, à l'exception d'une balançoire qui se balançait doucement dans la brise. Elle la regarda se balancer d'avant en arrière, son mouvement apaisant et hypnotique. « J'aurais dû en faire plus », murmura-t-elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle le disait à voix haute, mais aujourd'hui, cela semblait plus lourd, plus réel. Il y avait eu un moment, un seul, qui lui revenait maintenant avec une clarté brutale. C'était un jeudi, au début de l'automne. Emma était restée après la classe pour aider à réorganiser le coin lecture. Elle était en train de plier des couvertures lorsque Mademoiselle Linden se baissa pour ramasser un livre tombé par terre et aperçut une ecchymose sous la clavicule de l'enfant. Emma remarqua qu'elle l'avait vue. Elle rabattit rapidement son col, les yeux écarquillés, puis dit quelque chose que Mademoiselle Linden ne put oublier. Il a dit « Personne ne me croira ». Les mots avaient été prononcés d'un ton si neutre, si bas, que Mademoiselle Linden n'était même pas sûre qu'ils soient réels, et elle avait fait ce qu'elle se reprochait maintenant. Elle s'était figée. Elle avait souri trop vite. Elle avait dit « Tout va bien à la maison ?» Emma avait acquiescé, et Mademoiselle Linden n'avait pas insisté. Dans les jours qui suivirent, elle se convainquit qu'elle avait imaginé cette scène, que l'enfant avait peut-être répété une réplique d'un film ou mal compris quelque chose. Elle n'était pas formée pour mener une enquête. Elle était enseignante, pas détective, mais la vérité était plus simple. Elle avait eu peur. Peur de se tromper, peur d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait pas refermer. À présent, cette porte s'était ouverte toute seule,
et le monstre qui se cachait derrière avait déjà laissé des traces. Elle retourna à son bureau, s'assit et ouvrit un tiroir pour trouver une photo qu'elle gardait cachée entre ses plans de cours. Elle avait été prise lors de la journée de bricolage de Thanksgiving. Les enfants portaient des bandeaux en papier et tenaient des dindes en papier cartonné dans leurs mains maladroites. Emma ne souriait pas sur la photo. Elle se tenait légèrement à l'écart, comme si elle n'était pas sûre d'avoir sa place dans le cadre. Madeline Linden suivit le bord de la photo du doigt. « Je te vois maintenant », murmura-t-elle. Le couloir était silencieux. L'école était vide. Elle prit son téléphone. Elle ne savait pas quoi dire, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Hannah était assise à son bureau longtemps après que le bureau se soit vidé, la pièce faiblement éclairée par la lueur de son ordinateur portable. Les fenêtres ne reflétaient que la lumière tamisée du plafond, projetant un halo pâle autour de son chignon en bataille. Dehors, la ville était plongée dans le silence de la fin de soirée, à l'heure où les gens se retiraient, fermaient leurs portes et enfouissaient leurs secrets sous leurs couvertures et leurs toits. Elle fit défiler les fichiers une nouvelle fois. Le nom d'Emma clignotait sur une demi-douzaine de documents, rapports médicaux, rapports scolaires, notes d'admission. Une histoire qui était passée inaperçue ou, pire encore, qui avait été ignorée. Le rapport de la clinique était la preuve irréfutable. Grossesse confirmée à 13 semaines, enfant âgé de 11 ans. Les faits étaient en cru, cliniques, mais Hannah savait ce qu'ils signifiaient. Sous la surface, il parlait de nuits trop longues et de voix qui murmuraient des mensonges dans l'obscurité. Il parlait d'une peur déguisée en obéissance. Elle cliqua sur un autre fichier, un bulletin scolaire datant de près d'1 an. Légère inquiétude concernant un repli sur soi, avait noté un enseignant, comportement réservé et tendance à sursauter au moindre contact physique. Aucune mesure de suivi n'avait été prise, aucune visite à domicile, aucune escalade. Ce n'était pas rare, le système était toujours débordé, les cas trop nombreux, le temps trop court. Pourtant, ce fossé faisait serrer les mâchoires d'Hannah. Elle ouvrit un document numérisé provenant d'un examen pédiatrique effectué 6 mois plus tôt dans un centre. Le médecin avait noté des douleurs abdominales, des maux de tête fréquents et des troubles du sommeil. Aucun signe d'infection. Psychosomatique peut-être, mais avec le recul, ces symptômes correspondaient à une autre histoire. Une histoire que personne ne lui avait demandé de raconter jusqu'à présent. Le lendemain matin, Hannah se rendit en voiture dans le quartier où Emma avait vécu. Des rangées de petites maisons bordaient la rue, certaines bien entretenues, d'autres délabrées. La leur avait la peinture écaillée et le porche encombré de canettes de bière vides. Le jardin devant la maison n'était qu'un champ de mauvaises herbes et de jouets abandonnés. Elle se gara de l'autre côté de la rue et observa pendant quelques minutes. Aucun mouvement, aucun bruit. Puis elle sortit de sa voiture et s'approcha de la porte. Un homme répondit. La quarantaine, corpulent, les yeux rougis et la vue fatiguée. Il portait un t-shirt taché et un jean. Dès qu'il vit son badge, il prit une posture défensive. « Vous êtes assistante sociale, c'est ça ?» dit-il en s'appuyant contre le cadre de la porte. « On a déjà parlé aux flics. »« Je suis là pour faire le point, » répondit Hannah d'un ton neutre. « Nous aimerions clarifier certaines choses. » Il renifla et s'écarta. Le salon était sombre et sentait légèrement la cigarette et la graisse. Un canapé s'affaissait sous le poids de vieux vêtements. Sur le mur était accrochée une photo de Emma, souriant faiblement, beaucoup plus jeune, une version d'elle-même qui n'avait pas encore été touchée par ce qui allait suivre. « Emma n'est pas là, dit l'homme. Ils l'ont emmenée. »« Je sais. » Il ne l'invita pas à s'asseoir, alors elle resta debout, son bloc-notes dans une main. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?»« 1 an et demi. »« Et votre relation avec Emma ?»« Nous ne sommes pas liés par le sang, mais je suis son père à tous les égards. » Hannah prit une note, son stylo glissant silencieusement sur le papier. « Elle avait l'air d'avoir peur de vous ?» demanda-t-elle. Il éclata d'un rire sec. « Les enfants ont toujours peur de la discipline de nos jours. »« Vous la discipliniez ?»« Bien sûr, quand c'était nécessaire. »« Quel genre de punition ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il prit une canette sur la table, but une gorgée et se retourna vers la fenêtre. « Vous savez, vous arrivez ici et vous pensez tout savoir, dit-il. Mais vous ne vivez pas ici. Vous ne savez pas ce que c'est que d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre alors que sa mère est dans un état pitoyable. Emma est sous protection judiciaire maintenant. Il y a des preuves de maltraitance. Il y aura une affaire, dit Hannah. Il haussa les épaules. Ça ne veut pas dire que ça venait de moi. Elle partit peu après, les mains légèrement tremblantes lorsqu'elle ferma la portière de sa voiture.
Le visage de l'homme avait changé au milieu de leur conversation, passant de la suffisance à la vacuité. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas de la peur, mais du calcul. Elle rangea ses notes et se rendit directement au bureau du responsable du district. Il était temps de porter l'affaire à un niveau supérieur. Emma était plus calme que d'habitude ce soir-là. Elle était assise dans la salle commune du refuge, les genoux repliés sous elle, un livre ouvert mais non lu sur les genoux. Les autres enfants s'agitaient autour d'elle dans un doux brouillard, jouant à des jeux de société, discutant en petits groupes, essayant d'oublier les fantômes qui les avaient suivis jusqu'ici. Hannah s'approcha lentement. « Je peux m'asseoir » Emma secoua la tête. Elles restèrent assises en silence pendant 1 minute ou 2. Je suis allée à ton ancienne maison aujourd'hui, dit Hannah doucement, pour parler à l'homme qui y vivait. Emma ne leva pas les yeux. Ses doigts se crispèrent sur la tranche du livre. Tu as bien fait d'en parler à quelqu'un, continua Hannah. Ce n'était pas ta faute. La voix d'Emma, lorsqu'elle finit par sortir, était à peine audible. Maman savait. Hannah ne répondit pas tout de suite. Elle laissa les mots faire leur chemin. Elle m'a dit de me taire. Elle a dit que j'avais tout gâché. Hannah ferma brièvement les yeux. Ce n'était pas de l'amour, Emma. Emma acquiesça. Je sais. Le poids de cette phrase resta suspendu dans l'air. Il va y avoir une audience au tribunal, dit Hannah. Des gens vont parler, des médecins, des professeurs, moi. Nous allons te protéger. Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas. Emma leva les yeux. Et si je veux parler? Hannah cligna des yeux. Alors nous ferons en sorte que tu sois entendue. Emma ferma le livre. Alors je veux le faire. Elle n'avait pas pleuré. Pas quand ils avaient emmené Emma. Pas quand l'officier avait lu l'ordonnance du tribunal. Pas même quand la porte s'était refermée derrière eux et que le silence dans l'appartement était devenu plus assourdissant que n'importe quel cri. Au lieu de cela, elle s'était servi un verre, de la vodka bon marché, tiède dans le placard. La première gorgée brûla, la deuxième, non. Elle se dit qu'elle s'en fichait, qu'elle avait fait de son mieux, qu'élever un enfant seul, surtout un enfant non désiré, n'était pas facile, n'avait jamais vraiment été voulu, était plus de S que la plupart des gens ne pouvaient supporter. Que Bobby avait pris ses responsabilités alors que personne d'autre ne l'avait fait. Qu'elle avait besoin d'aide, pas de jugement. Que les enfants mentaient. Elle se dit beaucoup de choses, et pourtant le silence pesait toujours. La maison était calme, d'un calme presque sacré mais pas paisible. Non, c'était le genre de silence qui vous oppresse la poitrine quand vous essayez de dormir, qui fait que le ronronnement du réfrigérateur résonne comme une sirène dans la nuit. Chaque craquement des murs, chaque goutte d'eau qui tombait du robinet lui rappelait qu'elle était seule. Elle alluma une cigarette avec des mains tremblantes. Ses doigts sentaient l'eau de javel qu'elle avait utilisée plus tôt pour nettoyer le sol de la salle de bain, non pas parce qu'il était sale, mais parce qu'elle avait besoin de sentir qu'elle réparait quelque chose. Réparer. Elle rit, un seul souffle amer. Il n'y avait rien à réparer. Le mal était déjà fait. De l'autre côté de la pièce, la télévision diffusait des rediffusions en sourdine. Elle ne savait pas quelle émission c'était. Cela n'avait aucune importance. La lueur de l'écran lui donnait quelque chose à regarder qui n'était pas son propre reflet dans la fenêtre sombre. Son téléphone vibra, un message de quelqu'un dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des semaines. « Ça va ?» Elle ne répondit pas. Que pouvait-elle dire? Que sa fille était partie? Que l'homme qu'elle avait fait entrer dans leur vie avait détruit le peu de confiance qui restait? Que peut-être, juste peut-être, elle l'avait vu venir? Elle avait toujours été douée pour détourner le regard, pour se dire ce qu'elle voulait croire. Que Bobby était simplement affectueux, qu'Emma était juste sensible, que les familles avaient des secrets et que les secrets n'étaient pas toujours mauvais, jusqu'à ce qu'ils le deviennent. Au tribunal, les préparatifs allaient bon train. Le procureur chargé de l'affaire examinait les dossiers avec une précision implacable. Rapports médicaux, évaluation des conseillers, témoignages scolaires. Chaque élément était une pièce d'un puzzle composé de bleu et de silence. Le dossier d'Emma était désormais épais. Il contenait des photos, des déclarations, une chronologie des faits, mais ce qui importait le plus, c'était sa voix et la question de savoir si elle allait l'utiliser. L'avocat commis à sa défense la rencontrait 2 fois par semaine, chaque séance étant soigneusement documentée et enregistrée avec une rigueur clinique. Emma était hésitante, mais elle était disposée à parler. Cela faisait toute la différence. « Elle est calme, mais observatrice », avait noté l'avocat. « Elle comprend plus qu'elle ne dit, et elle veut parler. » Le tribunal a établi un calendrier. Il y aurait des audiences, des dépositions, des évaluations psychologiques.
Le processus ne serait pas rapide, mais il serait approfondi. Et sur la dernière page du dossier, épinglée avec une petite broche en argent, se trouvait un dessin. Une aile. Emma était maintenant assise dans une autre pièce, ni à la clinique, ni au refuge. Un nouvel espace, plus chaleureux, avec des murs pastels et des étagères remplies de livres et de jouets destinés à l'apaiser. Elle n'avait pas besoin des jouets, mais les livres l'aidaient, elles aimaient le toucher des pages, la façon dont elle se tournait, douce et définitive. Son avocate, Rachel, était assise en face d'elle. « Il y aura des gens qui te poseront des questions, » dit Rachel. « Certains seront gentils, d'autres non. Mais tu n'es pas obligé de répondre si tu ne veux pas. » Emma acquiesça. Rachel fit glisser une carte sur la table. « Si jamais tu veux que j'intervienne, donne-moi cette carte. C'est tout ce que tu auras à faire. » Emma prit la carte. Elle était d'un bleu tendre, la couleur du ciel avant la pluie. « Elle sera là ?» demanda Emma. Rachel hésita. « Ta mère ?» Emma acquiesça. Rachel expira doucement. « Oui, elle a le droit d'être présente. » Emma baissa les yeux, les doigts crispés sur l'ourlet de sa manche. « Elle dira que j'ai menti. » Rachel se pencha vers elle. « Et je rappellerai au tribunal que ce n'est pas le cas. » Emma ne répondit pas. Au lieu de cela, elle fouilla dans sa poche et en sortit le papier plié qu'elle avait toujours sur elle. Elle le déplia lentement. L'aile qu'elle avait dessinée avait changé. Il y en avait une deuxième maintenant, encore petite, encore inachevée, mais elle était là. « Elle apprend à voler », murmura Emma. Le tribunal était plus froid qu'Emma ne l'avait imaginé. Ce n'était pas l'air, la température était agréable. Mais quelque chose dans le sol en marbre, l'écho des pas, l'urgence feutrée de chaque voix qui passait donnait l'impression que le bâtiment avait été construit pour préserver le silence. Elle s'assit dans une petite salle d'attente, Rachel à ses côtés. Les chaises étaient trop dures, la lumière trop blanche. Sur la table devant elle se trouvait un verre d'eau qu'elle n'avait pas touché et un bloc-notes avec son nom imprimé en haut. Dans sa poche, le dessin plié reposait. Il avait été froissé et replié tellement de fois que les bords étaient désormais mous. Elle n'avait rien dessiné de nouveau dessus. Pas encore, mais elle le portait comme une armure. À travers la fenêtre, elle vit une voiture grise se garer sur le parking. Elle retint son souffle. Sa mère en sortit, vêtue de vêtements qui semblaient avoir été choisis par quelqu'un qui voulait paraître responsable. Un chemisier sobre, un long manteau. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son visage était dépourvu de maquillage. De loin, elle ressemblait à une mère, mais pas à la sienne. Rachel lui toucha doucement l'épaule. « Elle n'aura pas le droit de te parler, ne t'inquiète pas. » Emma acquiesça, mais elle était tout de même inquiète. Dans l'aile administrative, le dossier était désormais si épais qu'il alourdissait le bord du bureau. Le juge n'était pas prévu avant le lendemain, mais le greffe avait demandé des vérifications finales. Anna était là, accompagnée de 2 procureurs pour passer en revue la chronologie des événements. Les abus ne faisaient plus aucun doute. Les preuves matérielles étaient claires, les rapports psychologiques cohérents. L'homme, Bobby, avait été arrêté et était en détention provisoire dans l'attente de son inculpation. Mais le rôle de la mère d'Emma restait flou. « Elle n'a jamais touché l'enfant » affirma l'un des procureurs. « Elle a regardé sans rien faire » rétorqua Anna. « Ou elle a fait semblant de ne rien voir, ce qui est pire. Elle niera tout. Laissez-la faire. Quand ils ont fait entrer la mère, elle marchait comme si elle était chez elle, le menton haut, le dos droit, comme si en affichant son sang-froid, elle pouvait effacer le passé. On lui a demandé de s'asseoir. On lui a présenté le dossier, page par page. Les accusations étaient écrites en caractères gras. On lui a expliqué ses droits. Elle n'avait plus qu'une seule option, contester la garde ou y renoncer. Elle n'a pas lu le dossier. « Je veux ma fille, dit-elle. » Il y eut un silence dans la pièce. « Vous aurez l'occasion de vous défendre, a répondu l'avocat. Mais compte tenu des accusations, les visites supervisées sont la seule possibilité pour l'instant. » La mère a ouvert la bouche. Une lueur de rage a traversé son visage, mais elle s'est rapidement éteinte. « Elle ne comprend pas ce qu'elle dit, a-t-elle murmuré. Elle a toujours eu beaucoup d'imagination. Elle invente des histoires. Cet homme était sévère, oui, mais il aimait notre fille. Il nous aimait tous les deux. Vous n'avez pas signalé la grossesse. Je ne savais pas. Vous avez attendu 6 jours avant de l'emmener à la clinique. Elle a tout le temps mal au ventre. » Le silence s'éternisa. « C'est ma fille, » murmura finalement la mère. « Elle est tout ce que j'ai. » Dans le couloir, Emma se tenait près de la porte de la salle d'audience. Rachel s'agenouilla à côté d'elle et lissa les bords de sa manche. « Tu es prête ?» Emma regardait droit devant elle. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était calme. « Oui. » Elles marchèrent ensemble, leurs pas étouffés par la moquette.
Les portes s'ouvrirent lentement. À l'intérieur, ce n'était pas ce que Emma avait imaginé. Il n'y avait ni lumière clignotante, ni cris, juste des rangées de bancs en bois, un banc surélevé où le juge allait s'asseoir, et le doux grattement des stylos sur le papier. Elle fut conduite à une table, assise à côté de Rachel et d'un avocat commis d'office. Personne ne la regardait fixement, personne ne chuchotait. Tout le monde la regardait, certes, mais pas avec cruauté, pas comme avant. De l'autre côté de la salle, sa mère était assise avec son avocat. Leurs regards se croisèrent une seconde. Emma détourna les yeux. Plus tard, dans une pièce privée derrière la salle d'audience, Emma déplia son dessin. Les ailes avaient désormais plus de lignes, des traits délicats et soignés qui n'étaient pas là auparavant. Elles étaient légèrement recourbées vers le haut, elles n'étaient plus brisées, elles n'attendaient plus. Rachel sourit. « Elles sont assez solides maintenant ?» demanda-t-elle. Emma ne répondit pas tout de suite. Puis elle leva les yeux, le regard clair. « Pas encore, dit-elle, mais presque. » La salle d'audience sentait le vieux bois et le silence ancien. La poussière s'accrochait aux poutres au-dessus, capturée par les rayons pâles du matin qui filtraient à travers les fenêtres étroites. Tout semblait trop calme, trop mesuré, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Emma était assise dans un coin, les pieds ne touchant pas le sol, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, les genoux serrés sous le bord de la chaise. Son cœur battait contre sa poitrine, ni vite, ni de façon irrégulière, juste régulièrement et lourdement, comme un tambour annonçant quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Le juge n'était pas encore arrivé. Les gens murmuraient dans les coins, les papiers s'agitaient, les stylos cliquetaient, mais tout cela semblait loin. Son nom était écrit sur une petite pancarte, juste son prénom, Emma. Il semblait trop grand sur la table devant elle, trop gras. Elle aurait préféré qu'il l'écrive au crayon pour pouvoir l'effacer. Rachel était assise à côté d'elle, feuilletant discrètement ses notes, remuant les lèvres pour répéter ce qu'elle pourrait avoir à dire. Une parole rassurante, un fait juridique, une pause entre deux tempêtes. Emma jeta un coup d'œil à travers la pièce. Sa mère était assise sur le banc d'en face, le visage impassible, telle une statue sculptée dans la défiance et la honte. Elle portait un tailleur gris qui ne lui allait pas très bien et des chaussures trop propres pour le reste de sa tenue. Elle n'avait pas regardé Emma une seule fois depuis leur arrivée. L'homme n'était pas là, Bobby. Il était ailleurs, derrière des portes plus épaisses et des serrures plus solides, attendant son propre jour au tribunal. Aujourd'hui, ce n'était pas son jour, pas encore. Aujourd'hui, c'était le jour de la petite fille, aux mains jointes, dont le nom figurait désormais dans tous les dossiers, dans toutes les conversations chuchotées dans les couloirs, dans tous les cœurs troublés qui avaient été touchés par cette affaire. Un huissier demanda le silence. Le juge entra, sa robe flottant comme une ombre. Tout le monde se leva. Emma se leva aussi, imitant les adultes. Ses jambes semblaient se dérober sous elle. Quand ils s'assirent, le silence changea. Il s'épaissit. Puis l'audience commença. Les noms furent lus à haute voix, les accusations, les articles de loi. Le langage juridique était froid, clinique. Un alphabet de blessures et de responsabilités. Rachel répondit lorsqu'on lui posa des questions, tout comme le procureur. Le juge acquiesça lentement, les yeux rivés sur le dossier devant lui. Puis vint la demande. L'enfant allait parler. Il n'y eut ni ordre ni contrainte, mais les questions s'abattirent dans la salle comme des flocons de neige. Rachel regarda Emma avec douceur. « Tu n'es pas obligée, murmura-t-elle. Mais si tu veux, c'est le moment. » Emma ne dit rien. Elle se leva. La salle d'audience resta immobile. Même l'air semblait suspendu. Elle s'avança à petits pas délibérés. Ses chaussures tapèrent légèrement contre le sol, comme des pattes d'oiseau sur la pierre. À l'avant, elle grimpa sur le siège des témoins. Il était haut. Quelqu'un plaça un coussin derrière elle pour qu'elle puisse s'asseoir correctement. Ses pieds pendaient toujours. Elle regardait devant elle, ni le juge, ni les avocats, ni personne. Les yeux fixés sur le mur du fond où il n'y avait que du bois et de la lumière. Elle prêta serment. Sa voix était calme mais claire. « Je le veux. » Puis ils attendirent de « Oh, qui est? Tu t'es stoïe. »« Que souhaitez-vous dire, Emma ?» Ce n'était pas Rachel qui lui posait la question, mais le juge. Sa voix était plus grave qu'elle ne s'y attendait, et plus douce aussi. Emma s'humecta les lèvres. « Je veux dire la vérité. » Une pause. « Mais je ne sais pas si je peux tout dire. »« Ce n'est pas grave, » répondit le juge. « Dis ce que tu as besoin de dire. » Elle agrippa les bords de son siège.
Il venait quand maman dormait, commença-t-elle. Il disait que j'étais spécial, qu'il m'avait choisi, que si j'en parlais à quelqu'un, maman s'en irait. Personne ne bougea. Au début, il s'asseyait simplement sur le bord de mon lit. Il ne me touchait pas vraiment, il se contentait de me regarder. Elle cligna des yeux et déglutit. Puis il a commencé à dire que je lui faisais ressentir des choses, et il disait que cela signifiait que j'avais un pouvoir. Là. Le juge resta impassible, mais ses doigts se crispèrent. Emma continua. Je pensais que c'était peut-être de l'amour, parce que maman ne me regardait pas comme ça. Elle ne me parlait pas beaucoup. Elle avait toujours l'air fatiguée. Alors quand il m'a dit que j'étais importante, j'ai voulu le croire. Elle baissa les yeux. Mais je ne me sentais pas bien, pas vraiment. J'avais l'impression d'être effacée. Sa voix se brisa légèrement, puis elle se ressaisit. Il m'a dit que si je parlais, on m'emmènerait, que personne ne me croirait, que les filles comme moi mentent. « Tu l'as cru ?» demanda le juge avec douceur. Emma secoua la tête. Pas au début, mais après un certain temps, oui. Elle prit une autre inspiration. Je ne l'ai pas dit à maman parce qu'elle avait besoin de lui. C'est elle qui me l'avait dit. Elle disait qu'il fallait que nous restions unis. Et je pensais que c'était peut-être mon rôle de garder le silence. Elle toucha le bord de sa manche. Mais la douleur ne s'est pas arrêtée. Et elle est devenue plus forte à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur. Alors j'ai parlé. La salle d'audience resta silencieuse, non par étiquette, mais par respect. Elle leva les yeux. Je ne suis pas une menteuse. Je ne savais simplement pas comment parler. Rachel s'avança et posa doucement sa main sur celle d'Emma. « C'est tout, » murmura-t-elle. Emma acquiesça. Elle descendit lentement de la barre, la salle la regardant comme l'aube se levant. Dans le couloir, elle s'assit sur un banc et déplia à nouveau son dessin. Les ailes étaient maintenant entièrement dessinées, mais cette fois, elles étaient ouvertes, et en dessous, pour la première fois, elle avait écrit un nom, les étés. Ni le sien, juste un mot, vérité. Emma descendit du banc des témoins, son nom flottant encore dans l'air de la salle d'audience comme une fragile promesse. Elle marcha lentement vers Rachel, chaque pas mesuré, comme pour reconquérir un terrain qu'elle n'avait jamais occupé. Son regard resta fixé sur le siège devant elle. Vide, dans l'attente. Derrière elle, la salle s'agita. Les chaises raclèrent doucement. Un silence s'installa, bien qu'il n'y ait eu que peu de bruit à dissiper. Le juge marqua une pause, son stylo suspendu au-dessus des documents, comme s'il se demandait s'il devait reprendre ou laisser le silence prononcer son verdict. Puis le procureur se leva. Sa voix était calme et précise, comme des ciseaux sortant de leur étui. Il se présenta brièvement, avec respect et en s'en tenant aux faits. Il s'adressa au juge, puis tourna son attention vers la mère, assise raide à sa droite. Une lumière douce éclairait le visage de la mère, accentuant les rides de tension qu'elle avait tant essayé d'effacer. Son regard resta fixé sur Emma jusqu'à ce que le procureur commence. « Madame Carter, dit-il d'un ton égal, vous avez entendu le témoignage de votre fille. Elle a parlé de peur. Elle a parlé de silence. Elle a dit qu'on lui avait demandé de ne rien dire à personne, pas même à vous. » La mâchoire de la femme se crispa, elle déglutit. Elle acquiesça, mais son mouvement semblait forcé, vide. Dans cette arène, même le silence en disait long. Est-il vrai que vous avez été témoin de comportements que vous avez jugés étranges, que vous avez remarqué des ecchymoses, des larmes, des hésitations? Oui, stop, a demandé le procureur. La mère fixait droit devant elle, les lèvres pincées. Elle récita les mots qu'elle avait répétés. Je savais qu'elle était malheureuse, mais je ne savais pas pourquoi. « Mais vous avez vu une ecchymose, a-t-il poursuivi doucement, et pourtant, vous n'avez pas cherché d'aide. » La salle d'audience s'est penchée en avant, silencieuse. Emma est restée calme, les mains jointes, le dessin bien caché dans sa poche. « Je pensais que c'était un jeu, un mensonge, » finit par dire la mère. Un soupir collectif s'échappa de la salle. Le procureur pencha la tête. « Vous aviez la possibilité de poser des questions, » dit-il, de chercher de l'aide, de la protéger. « J'ai fait ce que j'ai pu, » murmura-t-elle. Mais sa voix n'avait plus la conviction qu'elle avait affichée à l'entrée du tribunal. Le procureur hocha la tête. Son regard se posa sur elle, puis se porta sur le juge. « Nous comprenons qu'elle soit sous le choc émotionnel, dit-il, mais ce choc a commencé par une trahison. Le silence est une complicité. » Il marqua une pause. Le mot résonna comme un verdict. Complicité. Dans la salle d'audience, une rangée de journalistes se penchait en avant, stylo à la main, yeux alertes. La pièce vibrait d'une tension palpable.
Certains visages reflétaient la sympathie, d'autres une colère à peine contenue. Dans le bureau du juge, le poids de la communauté et de l'empathie retenait le souffle de tous. Le procureur poursuivit, rappelant à l'Assemblée les inquiétudes muettes de Mel Lindon, les notes datées d'Anna, la découverte de la clinique. Chaque acteur, enseignant, infirmière, médecin, avocat, avait vu une partie de la vérité. Tous avaient échoué jusqu'à ce que Emma prenne la parole. Lorsque l'attention se reporta sur la mère, ses yeux brillèrent, des larmes réticentes trahissant le bouclier brisé d'une mère. Elle regarda Emma, une enfant qu'elle avait nourrie de son corps mais affamée de son cœur. « Vous avez dit qu'Emma vous avait demandé de la protéger, » dit le procureur. « Qu'avez-vous protégé? Une famille ou cet homme ?» Son visage pâlit, ses mains se crispèrent sur le banc. « Je ne savais pas, » répéta-t-elle. « Il était notre pilier, j'avais peur. »« La peur n'est pas l'innocence, » répondit-il. « La peur est un choix quand on détourne le regard. » Les mots résonnèrent dans l'air. Emma sentit les murs de la salle d'audience respirer. Elle pencha la tête, le regard fixe, son petit corps rayonnant de calme sous la tempête d'accusations. Elle avait déjà témoigné une fois dans le silence de la vérité. À présent, elle écoutait la vérité prendre son envol dans la pièce. Le juge regarda la mère pendant un long moment, puis il prit la parole, non pas en tant qu'arbitre, mais en tant que témoin de sa douleur. « Madame Carter, dit-il d'une voix basse et calme, votre fille a fait ce que vous ne pouviez pas faire. Elle est à parler, et grâce à cela, cette cour peut agir. » La salle d'audience retint son souffle. Il poursuivit. « La complicité dans les abus n'est pas sans victime. Elle nuit à des innocents. Ce tribunal doit mettre en balance la compassion et la responsabilité. » Un frisson parcourut l'assistance. La mère ferma les yeux. Le masque tomba. Elle expira doucement, le timbre de sa capitulation à peine audible. Le procureur adopta un ton plus pragmatique. « Madame Carter suivra une thérapie obligatoire. Les visites, s'il y en a, seront supervisées. La procédure de garde se poursuivra en attendant la décision finale. » Il s'assit. Le silence envahit à nouveau la salle, mais cette fois-ci, il semblait moins oppressant, comme si l'on entrait dans une nouvelle ère. L'accusation avait été portée. La salle ne serait plus jamais la même. Emma sentit la main de Rachel chercher la sienne. Elle était douce, ferme. Le juge les regarda toutes les deux, puis la mère, puis la salle d'audience, avant de clore la première journée du procès. « L'audience est levée jusqu'à demain, » annonça-t-il. Lorsque le marteau tomba, le temps expira. Les gens se levèrent lentement, ne sachant pas où poser leur regard. Emma resta assise, le regard lointain mais l'attitude plus assurée que jamais. La mère se leva aussi, tremblante. Elle pressa une main sur son cœur. Dehors, elle n'avait nulle part où aller, si ce n'est vers les conséquences. Plus tard, dans le couloir calme derrière la salle d'audience, Emma déplia le dessin une dernière fois. Les ailes étaient pleines, les lignes solides, lourdes de promesses. Sous le mot « vérité », elle ajouta un mot en minuscules lettres. « Libre ». Le dernier jour du procès s'annonçait clair et frais, les marches du palais de justice reflétant la pâle lumière du soleil qui n'apportait aucune chaleur à ces salles solennelles. Lorsque Emma et Rachel entrèrent dans la salle d'audience, l'air était chargé d'attente. La justice, comme l'aube, était suspendue, dans l'attente. Le juge prit place. Les avocats se préparèrent leurs notes. Les observateurs se redressèrent sur leurs sièges. La mère d'Emma entra la dernière et s'assit à côté de son avocat, tremblante, son attitude en disant plus long que des mots. Le silence se fit à nouveau, plus profond, plus solennel, comme si le bâtiment lui-même se préparait à ce qui allait arriver. Le procureur se leva, la voix mesurée mais ferme. Il retraça le chemin parcouru depuis les premiers signes de détresse jusqu'à ce moment. Il parla d'une enfance volée, d'une innocence violée et d'une trahison sans limite. « Il avait toute leur confiance, » dit-il. « Elle a été réduite au silence, mais le silence a été brisé. » Il se tourna vers la mère d'Emma. « La complicité ne peut se cacher derrière la peur. Vous avez eu l'occasion de parler. Vous ne l'avez pas fait. La loi doit maintenant combler ce vide. » Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience, frappant chacun avec une douce force. Emma regardait, sachant que chaque mot faisait partie de son histoire, de son courage, de son ascension hors des ténèbres. L'huissier se leva, la voix résonnante. Pour le premier chef d'accusation, agression sexuelle, coupable. Pour le deuxième chef d'accusation, détournement de mineur, coupable. Pour le troisième chef d'accusation, mise en danger d'enfant, coupable. Le cœur d'Emma battit la chamade, non pas de soulagement, mais d'une émotion plus douce, la reconnaissance. Elle baissa les yeux, de petites larmes se cristallisant au bord de ses longs cils. Mais elle ne pleura pas, pas maintenant.
Le juge, d'une voix grave, déclara que Bobby serait condamné dans 6 semaines. En attendant cette date, il resterait incarcéré, sans possibilité de libération anticipée ni de clémence. Puis vint la partie que personne ne voulait entendre. Le tribunal doit maintenant se prononcer sur la responsabilité parentale et la garde. Sa mère prit une inspiration qui résonna comme du verre brisé. « Vous avez été reconnu coupable de négligence envers votre fille en n'agissant pas alors que les signes étaient évidents, » déclara le juge. « Ce tribunal vous retire tous vos droits de garde. Des visites supervisées pourront être accordées à l'avenir, mais uniquement sous la stricte surveillance du tribunal. » Le silence envahit la salle. La mère d'Emma fixait droit devant elle, le visage blanc comme vidé de toute substance. Lorsqu'elle se leva de sa chaise, ses jambes tremblaient. Elle ne pleurait pas, mais semblait s'effondrer. Elle sortit sous escorte, les épaules voûtées, comme si chaque pas lui coûtait un effort. Emma resta assise jusqu'à ce que le juge s'adresse directement à elle. « Emma, tu as fait preuve d'un courage extraordinaire. Tu as parlé alors que tu avais peur, et grâce à cela, tu as donné à cette cour la possibilité d'agir. » Il marqua une pause, puis ajouta « Tu es libre de rentrer chez toi, dans une maison que tu reconstruiras. » Emma se leva. Elle marcha d'un pas assuré devant la chaise vide de sa mère. Elle ne se retourna pas. À l'extérieur de la salle d'audience, le vent faisait flotter les drapeaux du palais de justice. Emma s'arrêta. Rachel se baissa et glissa le dessin plié dans sa petite main. À l'intérieur de ces plis se trouvaient 2 ailes, désormais entièrement dessinées, prenant forme, solide et réelle. Plus tard dans l'après-midi, Emma arriva à son nouveau foyer. Une famille d'accueil à long terme qui lui offrirait stabilité et soutien psychologique. La porte s'ouvrait sur une petite chambre baignée de soleil qui entrait par une seule fenêtre. Les murs étaient bleu pâle, le lit était bien fait et au centre était suspendu un mobile. 2 ailes délicates découpées dans du bois clair et attachées à une fine ficelle. Emma s'arrêta sur le seuil. Les ailes attirèrent son regard, projetant des ombres dansantes sur le mur. Elle entra, ses petits pieds faisant un léger claquement sur le sol stratifié. Personne ne vint l'accueillir. Elle était seule, en sécurité mais seule. Elle posa son dessin plié sur la table de chevet. Le mot « vérité » dépassait. Elle le toucha doucement. Puis elle regarda les ailes et, lentement, prudemment, elle se pencha et fixa son dessin sous les ailes à l'aide d'un petit morceau de ruban adhésif. Les ailes flottaient au-dessus du mot « vérité ». Ensemble, ils formaient une promesse. La nuit tomba. Emma était allongée sous une simple couverture. Le mobile se balançait dans la légère brise provenant de la bouche d'aération. Il ne faisait aucun bruit, mais dans le silence, il chantait un hymne discret d'espoir. Elle fixait les ailes collées au mur. Elles n'étaient pas réelles, mais elles étaient sa création, son testament, le témoignage de sa douleur, de sa résilience et de sa croissance. Dans l'obscurité, elle murmura, à peine audible, « J'apprendrai à voler. » Elle ferma les yeux, sentant le poids de la journée s'alléger, comme si son cœur s'était agrandi. Ce moment est plus qu'une fin, c'est un commencement. Le parcours d'Emma, du silence à la parole, de l'obscurité à la lumière, nous rappelle que parfois, la justice n'est pas une question de punition, mais de possibilité. Il ne s'agit pas seulement de la libérer de sa peur, mais de lui offrir un ciel à remplir de ses ailes, de vérité et de courage. Ce qui va se passer ensuite dépend d'elle et de nous, ceux qui écoutent et ceux qui choisissent de ne pas rester silencieux. Parfois, les voix les plus fortes viennent des bouches les plus petites. Et parfois, la justice que nous recherchons n'est pas une question de vengeance, mais de briser le silence pour de bon. Si cette histoire vous a ému, vous a fait réfléchir ou vous a donné à réfléchir, laissez-nous un commentaire. Qu'auriez-vous fait à la place d'Emma ou de sa mère? Et si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous avons d'autres vérités puissantes à découvrir ensemble. D'ici là, restez vigilants.